Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Vous avez commandé le menu dégustation, le nouveau podcast gastronomique des Étoiles d'Alsace et vous allez être servis parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de 3 invités de marque. Christelle Laureau, honneur aux dames. Christelle, je suis très heureux de te recevoir parce que tu es partout, tu es tellement sur tous les événements que je me demande si c'est toi ou si c'est un vrai hologramme. Mais c'est bien toi, Christelle, qui est là avec nous. Meilleur ouvrier de France, qui gère d'une main de maître avec Cyril, meilleur ouvrier de France, ton mari, la fromagerie Laureau. Avec toi, Loïc Lefebvre, le petit Picasso des fourneaux. Le Van Gogh de la gastronomie, même si t'as tes 2 oreilles. Je suis plus Goya. T'es plus Goya. En tout cas, le chef de l'atelier du peintre, je vais pas chercher loin pour ma présentation, l'atelier du peintre à Colmar. Et enfin, celui à qui tout réussit en ce moment, Thomas Quebel, le chef du relais de la Poste à la Vanzeno. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent pour ce menu dégustation. Donc, je vous rappelle rapidement le principe. On va commencer par l'entrée avec vos parcours, ce qui vous a amené à être les personnes que vous êtes aujourd'hui. Ensuite, en plat de résistance, un thème d'actualité, un débat qui va nous animer tous les 4. Et en dessert, la séquence que vous redoutez ou vous attendez, je ne sais pas. Je vais vous poser une question extrêmement dérangeante, mais vous pourrez manger une petite préparation sucrée qui va vous plaire, en tout cas qui va déménager. Donc on va partir sur notre première partie, c'est parti pour l'entrée et tout de suite en introduction je vais vous poser cette question bateau, mais question hyper importante, c'est pourquoi vous faites ce métier-là, pourquoi vous faites ça aujourd'hui, cette profession? Alors moi je fais ce métier depuis très longtemps, très longtemps, je suis plus dans pratiquement ma dernière partie de carrière. C'est que je suis partie de chez moi très jeune et j'ai eu la chance d'avoir qu'un seul patron qui reste mon patron, c'est Jacques Vernier à Paris. Alors j'ai rencontré mon mari aussi à cet endroit. Au-delà de ma carrière, j'ai aussi construit ma famille d'aujourd'hui. Et il m'a appris, il m'a permis de pouvoir travailler, de faire ce métier passion, de continuer à transmettre j'irai le bon fromage et j'espère que dans 10, 20, 50, 100 ans, on mangera toujours d'aussi bon fromage. Et pourquoi le fromage? À la base, pourquoi tu t'es lancé dans le fromage? Je me suis lancée dans le fromage parce que j'ai fait des études agricoles et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de couper court aux études et j'aurais pu être poissonnière, boulangère. Et j'irais le hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais les choses ont bien fait. L'annonce était au bon moment, à la bonne date, et puis voilà, c'était Paris, c'était le 14e, c'était une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Toi Thomas, la cuisine? Mais je rebondis justement sur ce que Christelle disait, moi c'est pareil, je voulais couper court aux études. Parce que c'était pas pour moi. L'école, je supportais pas ça. Et puis, en fait, je traînais toujours dans les pattes de mon père. C'est lui qui cuisinait à la maison. Et puis, c'était toujours l'interrogation des parents. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que l'enfant veut faire plus tard, tu vois? Et moi, c'était la cuisine. Depuis tout petit, parce que c'était les moments où on se réunissait, c'était les moments où on était ensemble. Et puis après, voilà, il y avait la voie de l'apprentissage. Donc je me suis dit, ok, travailler, c'est mieux qu'à d'aller à l'école. C'est ce que je me disais. Et puis cuisinier, voilà, c'est ce que je voulais faire. Ça te parle, toi, Loïc? Ouais, c'est un peu la même chose. Sauf que, bon, moi, à la base, c'était pas vraiment cuisinier que je voulais faire. Je voulais être garde-pêche. Ouais, la nature, les poissons, le vent, la pluie, ça j'aime, tu vois. Donc finalement, ça s'est pas fait. Et moi, j'étais très gourmand et j'adorais les repas du dimanche en famille. Plus l'esprit convivialité que la qualité du repas, on va dire, cet esprit-là qui était super et qui m'a amené à l'école hôtelière. Un peu comme ça, par hasard. Et finalement, c'est les différentes premières expériences qui construisent ta vie, en fait. Voilà, et qui donne cette envie. Quand tu as la chance de rencontrer des passionnés, ça va mieux quand même. Mais c'est marrant parce que je crois que chaque fois, notre enfance, notre passé, construit notre avenir. Moi, j'ai été élevée dans le milieu agricole avec mes grands-parents, la ferme, le bien manger, comme quoi
Les fondations fait ce que nous sommes aujourd'hui dans la haute gastronomie. Ouais, tu as toujours des influences qui viennent de la famille ou des moments passés. Voilà. En plus, Christelle et toi, Loïc, vous avez le pro et le privé qui s'est mêlé parce que tous les deux, vous rencontrez vos conjoints, conjointes, toi, pendant les études, non ? Ouais, pendant les études. Ouais. Et toi aussi très tôt, Cyril Mais c'était une chance quelque part parce que monter un restaurant comme on l'a fait, et comme on le fait encore en ce moment, investir, si t'es pas à deux, ça marche pas, quoi. Caroline me comprend, je comprends Caroline, et on parle d'une seule voix, quoi. Si t'as pas l'âme sœur, l'un sans l'autre, tu laisses carrément tomber. Ah bah ça marche pas. Le côté cuisine, tu te dis ça a pas de sens, quoi. Ah bah je me vois pas tenir l'atelier du peintre sans Caroline, ça c'est clair. Toi aussi, fromage moi je le comprends. 34 ans après, voilà, c'est bientôt, c'est dans un mois. C'est beau. Et 4 enfants, et je dis toujours à mes clients, voilà, avec Cyril, on est toujours du même côté de la montagne. Parce qu'on a nos caves dans les Vosges et nos boutiques en Alsace, et on est toujours du même côté. Et si on n'est pas du même côté, on s'appelle 40 fois par jour. Et on a toujours quelque chose à se raconter. Moi, je trouve ça beau et je vous envie parce que moi, c'est vrai que ma compagne, elle est pas du métier. On a une petite fille et c'est très, très compliqué à gérer entre le métier qui est très prenant puis la vie de famille. Donc ouais, c'est pas évident. Et d'un côté, tu sais, on a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et moi, je sais pas, parce que nous aussi, on bosse pas mal en famille. Et tu te dis des fois aussi, c'est bien d'avoir quelqu'un complètement extérieur qui te sort de ça. Parce que sinon, t'es quand même toujours happé par le pro. Et même quand t'es sur un moment de détente, un week-end, tu parles, t'arrives plus à trop faire la différence. Donc quand t'es avec quelqu'un qui est pas du tout dedans, ça te sort un peu de là. Mais bon, je comprends. Enfin, je sais pas vous, comment vous voyez ça. C'est une force et une faiblesse. En fait, tu peux très bien voir le pour et le contre. Ah, on entend souvent des reproches, dire moi je pourrais pas travailler avec ma femme, je pourrais pas travailler avec mon mari. Enfin, moi je me verrais pas travailler sans lui. C'est tellement plus simple de travailler avec son conjoint. Ouais. Tellement plus simple. Surtout que ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Ça fait 16 ans qu'on est ensemble à l'atelier du peintre et ça fait maintenant presque 30 ans qu'on se connaît, ouais, et qu'on travaille ensemble. Et que vous travaillez ensemble, waouh. Et toi, 34 ? 34 cette année, ouais. Ouais. Franchement, c'est... Rencontre en février, marié en octobre. Je ne pouvais pas faire plus court. Wow. Hein. Efficacité, l'euro. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre quotidien, dans votre métier actuellement, ce que vous aimez le plus, et à l'inverse, ce que vous détestez, ce qui encore aujourd'hui vous pose problème ? Moi, je vais commencer par le négatif parce que c'est pas ce que je préfère, c'est l'administratif, et je trouve qu'il devient de plus en plus lourd. Alors, c'est nécessaire, parce qu'on parle de traçabilité, d'hygiène, de facture, voilà. C'est vraiment nécessaire. Et après, justement, quand cette partie-là est très lourde, moi, j'aime beaucoup aller voir la production. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers les concours de meilleur ouvrier de France, où j'ai plus une mémoire visuelle, gustative, et du coup je me suis servi de ces atouts pour aller vraiment voir les fromageries, que ce soit en France et en Europe, même plus loin, et ce moment-là j'ai l'impression que je suis en vacances, même si je suis pas sûre qu'un jour ça sera pas un de nos investissements justement pour faire perdurer notre métier, notre entreprise, mais c'est magique alors que c'est très dur, très très dur. Ouais. Écoute, je vais laisser la parole à Thomas pour le moment. Moi, je trouve ça. Alors, les points positifs, on va dire que si tu veux, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que quand tu trouves ta voie, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, je dis toujours, que ce soit à ma femme ou aux équipes, moi, je viens pas travailler. Moi, je viens m'amuser. Et faire plaisir aux gens. Après, voilà, c'est un peu bateau, mais c'est ça, c'est faire plaisir aux gens et puis passer des bons moments, essayer de s'amuser un petit peu tout en faisant ce qu'on aime faire. T'as zéro négatif ? Si, négatif, les clients qui savent mieux que toi. Alors, je dis pas que je sais tout, loin de là, tu vois. Mais tu passes à cuisiner un truc 4-5 heures, tu l'additionnes avec autre chose, tu t'étudies le truc,
Et puis, t'en as un qui mange ton plat en 5-10 minutes en moyenne. Et là, il te fait, ouais, bof. Ouais, mais je me suis excusé la semaine dernière quand même. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est le... On va pas revenir dessus. Certaines, on va dire, la forme d'ingratitude des gens par rapport à ton travail. Après, ils peuvent pas se rendre compte de tout. Tu vois, forcément, toi, t'arrives au restaurant, tu dis, bon, bah, ok, c'est... Et je fais l'avocat du diable. Des fois, c'est justifié. Hein. Des fois, non, mais je dis pas. Des fois, il y a un truc, tu vois pas, et finalement, on te dit, ah ouais, en fait, ce retour-là, j'avais pas compris comme ça. Mais t'en as qui viennent te dire, ah là, le pigeon, je l'aurais laissé 45 secondes. On me l'a sorti une fois. Ah oui. 45 secondes de plus côté peau. Ah ouais. Là, j'ai envie de prendre le tablier et dire, tiens, montre-moi, et après, voilà, et après, on en parle. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on côtoie pas beaucoup. Nous, on les supporte, les mauvais coucheurs. 10 minutes, vous les avez 2 heures, 3 heures. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, c'est un peu ça la reste partie... marginal. Bon, heureusement, hein, on n'en a pas tant que ça. Hein. Mais c'est clair que si tu as un client un peu embêtant, il te foire ta journée, quoi. Oui, bah, c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps. Mais... Ça se passe bien. Et la cuisine, c'est très subjectif. Hein. Oui. Je veux dire, son appréciation, c'est la sienne, c'est son expérience à lui. Et c'est pas du tout la nôtre, forcément, quand on fait quelque chose en cuisine. Et voilà, il faut que le client, à un moment donné, il le comprenne. Nous, on a voulu faire ça comme ça. Effectivement, on aurait pu cuire un peu plus, un peu moins, mettre des oignons, retirer du vin. Mais nous, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc, tu viens manger dans un restaurant, tu acceptes de manger ce que le chef veut te faire manger et comment il veut te le faire manger. Tu aimes pas. Pas dire que c'est pas bon. Il a le droit de pas aimer. Mais voilà. il a le droit de pas aimer, voilà. bien sûr. Mais bon, voilà, on s'arrête pas à ça, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce que tu vois, quand tu vois les critiques, vous êtes quand même souvent brimés, quoi. Et ça, c'est gratuit. Moi, je préfère... quand ça se passe pas bien, je préfère le dire. Enfin, avec Cyril, on est assez franc à ce niveau-là. On aime... Alors, on va pas le crier, hein, évidemment, mais on le dit, tiens, il y a eu quelque chose, ou est-ce que c'est normal ? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément apprécié ou on n'a pas compris lors de la prise du menu, mais c'est... je trouve que cette partie-là, elle est vraiment pas facile pour vous. Et c'est pour ça que, quand on regarde les critiques avant d'aller dans un restaurant qu'on ne connaît pas, et ce que l'on entend par rapport aux autres qui n'ont pas forcément aimé, je me méfie. À la rigueur, j'ai presque plus envie d'aller découvrir la cuisine, me dire, j'irais plutôt dans l'inverse. Ouais. Mais c'est vrai combien de personnes ne vont pas dans un restaurant parce qu'ils ont lu des avis négatifs sur TripAdvisor. Tu vois, c'est ça. Alors que va te faire ta propre idée, quoi. T'as le droit de pas aimer, maintenant. Après, comme dit, c'est marginal. Hein, tu vois, on retient toujours le 3% qui nous marque, parce que les avis négatifs, malheureusement, ils marquent plus que les positifs. T'en as 1000 positifs, tu te dis, ouais, ok. Puis il y a un négatif, tout de suite, tu vas t'en souvenir, tu vas dormir dessus. C'est malheureux, mais ça reste marginal. Après, quand tu vas sur un restaurant, l'inverse, tu vois, 95 de négatifs, 5 de positifs. Moi, perso, je me dis pas... Ah, il y a peut-être un truc à aller voir, hein. Il y a peut-être un... Non, la masse compte quand même, tu vois. Et souvent, ça va dans le même sens. Après, il y a des avis marginaux. Mais... Bon, moi, j'ai une liste de mauvais coucheurs, là, si vous voulez, je peux vous la donner. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, moi, j'ai un truc... Alors, si je peux parler 2 secondes, là, rebondir sur ce que je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait que tous les matins, je vais dans ma cuisine ? C'est le plaisir de travailler avec ma brigade, avec mon équipe, le plaisir de transmettre, le plaisir de travailler avec eux, de partage avec eux. Je sais que le côté création que je m'impose au quotidien, c'est pour faire plaisir à mes clients. Mais c'est surtout aussi pour faire plaisir à ma brigade. Ah ouais, pour les stimuler. Ah, pour les stimuler. Tous les jours, tu apprends quelque chose. On se dit, tiens, cette technique-là, on la maîtrise pas. Allez, on se lance. On va jouer avec pendant une semaine et derrière, quand on la maîtrise, on va la lancer sur le menu. Donc, à chaque fois, tu vois, il y a une interaction qui se fait avec la brigade. Et c'est vraiment ce partage, ce moment de partage en cuisine. Et aussi te challenge dans le sens ah tiens chef, j'ai vu ça, on pourrait faire comme ça. Ça va aussi dans l'autre sens ou c'est toujours toi qui les stimule, Non, c'est un partage, hein, c'est un partage. Tiens, il y a quand même du réseau. Est-ce que vous avez une anecdote, vraiment quelque chose qui vous vient en positif, genre vraiment dans le meilleur, ou aussi en négatif, quelque chose qui vous a marqué au fer rouge comme quelque chose de hyper dur dans votre carrière pro? Alors moi, le négatif que j'ai eu, et ça remonte en 2011, à ma première finale,
Le jour, juste avant de démarrer le concours, en fait, j'ai le haillon de mon camion qui voulait pas s'ouvrir. On était au Salon de l'Agriculture, c'était la 2e ou 3e édition qui faisait le concours. Et là, du coup, on a été chercher un tractopelle pour pouvoir ouvrir le haillon. On a coupé les flexibles, ouvert le camion. J'avais tout dans ce camion, mon œuvre, mes fromages. Et là, je peux t'assurer que quand tu démarres un concours comme le MOF, enfin, il m'est arrivé souvent des tuiles comme ça, mais celle-là, c'était quand même le summum. Et du coup, tu l'as ouvert au tractopelle. On l'a ouvert au tractopelle. Il était inutilisable après. On l'a fait réparer par la suite pour pouvoir repartir de Paris. Mais à ce moment-là, tu réfléchis pas, tu te dis, il faut l'ouvrir. Donc les loueurs là de camions frigo réfléchissez avant de louer vos camions au Loro. Ok, mais on reviendra de toute façon sur le concours MOF parce que toi, c'est incroyable. Toi, Thomas, t'as une anecdote là qui vient en bon, en moins bon. Hein. En bon, en moins bon, on va dire des conneries d'apprenti que j'ai faites. Tu vois, donc la pire, si on peut dire. On était en train de bosser et puis on finit le service, on commence à nettoyer. Et donc, le second de cuisine, il me dit « Allez hop, maintenant on nettoie, ok ?» Donc, il y avait un seau de 25 litres de bisque de homard. Donc déjà, ça représente un petit peu d'argent, tu vois. Et du temps, surtout, et voilà. Et puis, un seau de nettoyage. Un seau de nettoyage, plein de savon, machin et tout. Donc, tu vois le truc arriver, quoi. Donc, je prends ma petite lavette, machin, pleine de savon. Je commence à nettoyer le truc. Et puis, je la jette dans le seau. Sauf que c'était le seau de bisque. Et là, j'ai pris l'avoine de l'année, là. C'était... Ouais. Tu t'es aperçu que tu courais vite, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, j'avais pas le temps de courir. Moi, tout de suite, ouais. Loïc. Moi, positif. De toute façon, c'est ce que j'ai plus ou moins dit tout à l'heure. C'est la chance de rencontrer des gens qui vont influencer ta vie, qui vont influencer ton parcours, qui vont influencer Caroline, ta philosophie. Caroline en fait partie, bien sûr, c'est la première. Après, c'est les 3 grands chefs avec qui j'ai travaillé, Jacques Chibois, Grasse, Christian Villers, au Martinez, à Cannes. Parce que tu te rends compte, à 18 ans, tu travailles au Martinez, à Cannes. Il y a le Festival de Cannes, il y a Canal+, qui est là, qui rôde dans les couloirs. Gérard Depardieu qui passe, Antoine Decaune, que des stars incroyables. Tu les côtoies, ça fait des souvenirs assez incroyables, quoi. Assez incroyables. Et en fait, et puis le côté négatif, c'est d'avoir joué une fois avec la télé-réalité, parce que mon métier ne m'apporte que de la satisfaction, et de toute façon, même quand il y a un petit couac, un petit hic, mon cerveau est bien formaté, il l'oublie tout de suite. Ce qui fait que je ne retiens que le positif de ma vie. Et donc le seul négatif qui a du mal encore à passer, c'est d'avoir joué avec la télé-réalité quand on était en Écosse. Quand on est arrivé avec Caroline, notre boss nous propose de faire l'émission avec Gordon Ramsay. On est arrivé de France, alors c'était il y a quelques années quand même, c'était en 2004. Il y a presque 20 ans, et il nous propose de faire l'émission. On ne connaît pas du tout Gordon Ramsay, on ne connaît pas du tout l'émission, et on lui dit, écoute, si ça te fait du business, ok, on le fait. Donc 1 semaine de tournage, du son, de la vidéo, de l'image, et ensuite ils te font une mayonnaise avec une voix off qui commente, et tu n'as droit à rien, tu n'as pas le droit à dire non, ça vous le mettez pas, ça, non. Ils font leur petite mayonnaise, et puis 3 mois plus tard, l'émission, elle sort, tu as le droit de la voir 2 jours avant qu'elle sorte sur, je sais plus quelle chaîne c'était, mais c'était TF1, quoi, côté anglais. Et là, quand tu t'aperçois qu'ils racontent n'importe quoi, mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais genre, toi, perso, il y a des séquences où t'es dedans avec Gordon Ramsay et où c'est un peu truandé. Ah, mais tout est truandé. Ah ouais ? Ouais, tout est truandé. Ils disent qu'ils font passer un inspecteur. Alors, tu vois le premier plan, il sort de l'aéroport d'Inverness. Le deuxième plan, il est à table. Sauf qu'il est arrivé le matin à 8h, il passe à table à 18h. Ils l'ont briefé pendant 10 heures au bar parce que il faut qu'il y ait quelque chose à raconter dans ces émissions de télé. Donc, il le brief pendant 10 heures. C'est du style Gordon Ramsay, il est dans le restaurant et puis il dit il n'y a pas de clients. Et puis la caméra, elle se débrouille bien pour passer devant la fenêtre où il fait nuit noire. Sauf qu'en Écosse, à 15h, il fait nuit noire. D'accord ? Donc le restaurant est fermé, c'est l'après-midi. Donc ils font que des tournages comme ça. Et après, tu as la voix off qui commente. Donc, ça fait mal, quoi. Tu te dis, mais on va passer pour des imbéciles devant tout le Royaume-Uni. Et puis finalement, tu vois, ça m'a fait mal, vraiment mal.
passer pour un imbécile, dire que je maîtrisais pas ce que je faisais. Et puis finalement, on n'en est sorti que grandi parce que les Britanniques n'ont pas écouté la voix off qui faisait mal. Ils n'ont que regardé ce qui se passait. Et donc, ils nous ont vu courir partout, essayer de faire des choses bien, voire même très bien. Et du coup, après l'émission, on a fait complet pendant 1 an. Mal pour un bien. Ouais, ça a donné raison à ton patron. Ouais, mais attention, hein, c'était qui tout double, hein, parce que sur les 16 restaurants qui ont fait l'émission, il y en a, au bout de 2 ans, il n'y en avait plus que 2 en vie, quoi. Ah ouais. Les autres, ils ont carrément fermé, parce qu'ils racontaient qu'il y avait des rats dans le restaurant. Ils racontaient plein de choses. Gordon Ramsay, tu le vois manger des nouilles, sortir, vomir. Ça, c'est trash. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Et pour terminer cette entrée qui était déjà bien consistante, hein, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez appris, mais un peu sur le tard? Quelque chose où vous dites, purée, si ça, je l'avais su dès le départ. Si ça, on me l'avait dit un peu plus tôt, j'aurais gagné du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu... Ouais, c'est apprendre à me connaître. Au jour d'aujourd'hui, j'étais quelqu'un d'introverti et maintenant, je suis plutôt le contraire. Et je peux dire merci, encore une fois, au concours de meilleur ouvrier de France. Mais j'ai mis du temps à me connaître. Alors, j'ai fait vraiment un travail sur moi-même, mais pour aller voir les autres. Ok. Toi, par rapport aux autres, de t'ouvrir aux autres. De m'ouvrir aux autres, parce que 2 fois, j'ai échoué à l'oral, mais c'est justement parce que j'arrivais pas à me connaître. Ok. Moi, c'est un peu pareil. C'est de se rendre compte qu'en fait, quand t'es cuisinier, tu cherches ton style, ta voix. C'est toujours ça qu'on te dit, voilà, ta cuisine, c'est quoi voilà, exactement. Et en fait, c'est de partir seul en se disant, ok, je vais y arriver. Et en fait, quand tu te rends compte de l'importance en fait des autres, ce qu'ils t'apportent, que ce soit tes collègues, tes anciens chefs, tes proches, et aussi surtout les femmes en cuisine, parce que quand j'ai commencé, c'était très fermé, un monde très fermé aux femmes il y a 20-25 ans. Et de travailler avec les femmes, je trouve qu'il y a une certaine sensibilité, une approche différente. Et justement, tout ça, mis bout à bout, te construit en tant que chef, et je trouve ça super intéressant. Et si j'avais su plus tôt, j'aurais été moins con plus tôt. Voilà. Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est seul, on ne fait rien, quoi. Quand t'es un jeune chef, tu te dois de prouver à tout le monde de ce que tu es capable. T'es surexcité, t'es en permanence sur le qui-vive, tu cours partout, et en fait, ça sert à rien, ça stresse tout le monde, il n'y a rien de positif dans tout ça, et avec le temps, tu apprends un peu à te canaliser, à te connaître, comme disait Christelle, et d'accepter les autres avec toi et de leur faire plus confiance au quotidien, quoi. Oui, cette partie-là, elle met beaucoup de temps parce que il faut accepter de se faire aider. Moi, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du sport, j'ai été vraiment comprendre, je dirais, le cerveau pour pouvoir. Et quel temps perdu, parce que je me rends compte que je me nourris tous les jours, je m'éduque tous les jours, et ce que Cyril me disait toujours. Voilà, va vers les autres, et puis ils t'apprendront et ils te montreront le chemin. Et facile à dire, hein. Facile. Mais pas facile à faire. Alors quand t'es dans ton élément avec tes clients, tes fromages, t'es en sécurité. Mais dès que tu pousses la porte, ça se complique. Hein. Justement, moi je vous propose, on termine cette entrée et on va attaquer le plat de résistance, parce qu'avec ce que vous dites, c'est hyper intéressant sur se connaître soi-même, vouloir prouver des choses, vouloir aussi emmagasiner de la confiance. On a un débat aujourd'hui en plat de résistance. On a une meilleure ouvrier de France, on a 2 chefs étoilés Michelin, les récompenses, les concours. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre carburant? Qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher justement ces grâles professionnels? Est-ce que vous le faites pour vous? Vous le faites pour les autres? Vous le faites pour vos clients? C'est quoi le carburant là-dedans? Moi, je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un d'autre, mais j'ai mis aussi beaucoup de temps à le comprendre. 2011, je pense que je l'ai fait parce que Cyril était mof. 2015, j'étais une révolutionnaire.
Je pense que j'étais la Marianne du fromage. Je précise, hein, tu l'as passé 3 fois. 3 fois en finale. Et voilà. 3 fois en finale. Ouais, 3 fois en finale. Dont 2 fois la seule femme. Et puis 2019, je l'ai apprêté différemment pour plein de raisons. Et là, ça a matché. Et là, je suis devenue quelqu'un d'autre. Mais par contre, il faut apprendre à être quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois que tu es meilleur ouvrier de France, c'est à vie. Et tu es jugé constamment. Tu as le regard qui est posé systématiquement dès que tu enfiles la veste. Et c'est pas facile à porter depuis 2019. Et en plus, nous sommes le couple. Et quelque part, voilà, tu dois toujours être dans l'excellence. On te laisse rien passer. Jamais. Mais ultra concrètement, parce que quand je t'entends, je vois, tu l'as passé les 2 premières fois et c'est peut-être les deux mêmes raisons qui ont fait que tu l'as pas eu. Et il y a eu un espèce de déclic pour la 3e fois. Où tu dis, j'ai appris à me connaître, je me suis écouté. Mais concrètement, c'est quoi ce changement? Qu'est-ce qui fait que la 3e fois, il y a eu un déclic chez toi? La 3e fois, je me suis pas inscrite. C'est ma plus grande défi et Cyril qui m'a inscrit. Okay. Et je pensais pas y aller. Mais le temps faisant que... l'horloge biologique est là. Parce que faut imaginer que quand on passe ce concours, c'est comme si tu allais aux Jeux Olympiques. Voilà. Il y a un moment de ta vie que tu peux le faire. Après, je dirais que quand tu arrives à presque 50 ans, il faut vite réagir. Et là, je pense que dans la surprise, dans la précipitation, j'ai pas eu le temps forcément de comprendre ce qui se passait. Et je pensais surtout pas être qualifiée. Et puis en finale, alors là, encore moins pour plein de raisons. Et alors les garçons, ne restez pas avec les étoilés. C'était quoi exactement la question? Non, j'étais vraiment happé par l'explication de Christelle. Non, mais ce qui vous motive, parce qu'on fait un parallèle, vous êtes quand même chef étoilé et vous avez une quête de l'excellence quand même. Vous êtes vraiment inscrit dedans. Est-ce que c'est quelque chose... vous faites ça? C'est quoi le carburant? Pourquoi vous faites ça? C'est facile, le carburant, c'est l'envie. Envie de faire bien, envie de... Quitte à travailler tous les jours et de se donner à fond, vaut mieux le faire bien, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye. Tu pourrais faire une choucroute et tous les jours pareil. Et c'est excellent, hein, et faire une bonne choucroute, c'est magnifique. Vous êtes quand même dans une recherche un peu supérieure. Et puis en plus, tu peux faire du gastro, mais pas forcément être étoilé Michelin. Vous êtes étoilé Michelin, donc il y a quand même un petit truc en plus. C'est juste comme ça. L'étoile te fait... écoute, quand tu prends une étoile, ça change toute ta vie. T'es pas prêt à ça. Enfin, moi, je l'étais pas, en tout cas. Ma maison, on venait de l'ouvrir, il n'y a même pas 2 ans. On connaissait pas encore notre maison, véritablement, avec Caroline. On prend l'étoile. On se prend une grosse claque. Et on se dit, il faut mettre les bouchées doubles. Parce qu'on n'est qu'une toute petite étoile pour le moment. Et il faut vite se mettre dans le haut du panier. Donc, pendant des années, tu fais tout ce que tu peux pour améliorer ce que tu fais, pour améliorer la prestation que tu proposes à tes clients. Et tu cours, c'est un marathon. Mais c'est vraiment un marathon, parce que l'idée, c'est que l'étoile, c'est de ne pas la perdre ou d'en gagner une deuxième. Donc toi, c'est plus par rapport au Michelin et la pression qu'impose le fait d'avoir une étoile, ou c'est par rapport à la prestation que tu proposes à tes clients? C'est pas une pression de Michelin. J'ai pas de pression de Michelin en permanence au quotidien. Je pense jamais à ça. C'est vraiment l'envie de faire plaisir à mes clients. Tu vois, quand j'ai pris l'étoile, les 3 premières semaines, c'était les pires semaines de ma vie. J'avais pas de clients, j'avais des gens qui venaient te juger. Ils viennent que juger et critiquer, comme disait Thomas. Mais pendant 3 semaines, j'en ai souffert. Et une fois que ces 3 semaines se sont passées, là, tu as des clients qui arrivent et qui viennent pour te découvrir et se faire plaisir. Et depuis ce moment-là, je me fais plaisir. Ça fait 13 ans que je me fais plaisir à cuisiner pour eux tous les jours. Toi, Thomas, c'est pareil? Toi, tu l'as eu récemment, l'étoile? Moi, je l'ai eu en 2023. Et en fait, alors à la base, moi, c'est personnel. C'est comme Christelle, c'était une envie seule. Je voulais y aller seul. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à bosser en apprentissage dans un restaurant étoilé dans le Haut-Rhin. Et j'étais à milieu de savoir ce que c'était. J'entendais un macaron, 2 macarons, machin. Je savais pas du tout ce que c'était. Et l'apprentissage se passe. Je voyais que forcément, c'était un petit peu d'un niveau au-dessus que les restaurants traditionnels. Et j'arrive chez Hubert Metz en 2003. Et cette année-là, il décroche l'étoile.
quand j'étais là. Et puis, alors là, c'était la folie, quoi. C'était un truc de fou. Et puis, j'avais un petit peu pris conscience de ce que c'était, de ce que ça représentait. Et je me suis dit, un jour, ce sera moi. Et 20 ans après, voilà. J'ai bossé pour, je faisais mes expériences, je faisais mes années de travail en fonction de ça, en pensant tout le temps à ça. Et comme tu disais, le tatouage, je me suis tatoué le bras il y a 7-8 ans. Ouais, parce que t'as le macaron. Ouais. Tu l'as tatoué avant d'avoir l'étoile ? Non. Non. En fait, j'ai tatoué tout le bras il y a 7 ou 8 ans. Okay. Et j'ai exprès laissé la place. Non. Je savais pas que j'allais en avoir une ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, un jour, j'en aurai une. T'as de la place pour d'autres ? Non, pas du tout. Tout le monde me pose la question, mais non. Non, une, c'est très bien. Et comme disait Loïc, la pression, c'est un truc de fou, quoi. Parce que la veille, c'était le 6 mars. Le 5 mars, t'es un bon restaurant gastronomique. Le 6, t'es un restaurant étoilé. Et dans la tête des gens, si tu veux, c'est à une autre dimension. Parce qu'ils viennent chez toi, la veille, c'était « Ah ouais, c'est très bien, très bon restaurant gastronomique. » Et puis le lendemain, c'est « Ah bon, c'est un étoilé, bon, c'est pas... tu vois. » Et t'es jugé, on te compare, on te dit « Ouais, mais dans cet étoilé, c'était mieux, ça c'était moins, ça c'était comme ci. » Et vraiment, le jugement des gens, comme toi, c'est compliqué au début, quoi. Tu prends plein de trucs dans la gueule et voilà. Après, comment tu fais justement pour sortir et t'affranchir un peu de ce jugement et de... à un moment, malgré ça, tu prends quand même conscience de ce que tu fais, de ce que tu donnes. Et puis voilà. Et puis à un moment, tu as un petit peu d'assurance. Tu dis, bon, on maîtrise quand même le truc. Je pense que l'étoile, elle tombe pas pour rien, tu vois. C'est le temps qui fait un peu les choses. Toi, t'as dit, il me fallait quelques semaines... Non, mais bon, après, quand les gens critiquent, toi, tu as tes certitudes, tes convictions dans ta cuisine, parce que t'es pas un perdreau de l'année, quoi. Je veux dire, moi, je prends une étoile, j'ai presque 30 ans. T'es Thomas, jeune. Ouais, non, mais c'était jeune, mais j'avais quand même 15 ans de travail avant, tu vois, donc j'avais des certitudes. Et tu prends une étoile, ça veut dire que on te reconnaît dans la profession comme quoi tu es un bon cuisinier. Bon, ça fait mal. Enfin, faut l'assumer. Et c'est comme quand Christelle, elle prend le col de MOF, ça veut dire que c'est une des meilleures ouvriers en France. C'est un titre. Ça impose quelque chose. Et une reconnaissance qui va avec. Et pour nous, c'est pareil. Quand tu es étoilé, c'est le petit plus qui fait que tu as une reconnaissance de ton travail. Mais comme tu disais, alors tu as la reconnaissance, je suis d'accord, mais tu as aussi le côté où tu es sans cesse jugé. Surtout, en plus, MOF, là, je pense que ça doit être... Mais je prends pas l'impact comme... Nous, on n'a pas pris l'impact comme vous, où ça a fait on-off tout de suite dans votre restaurant. Chez nous, alors je l'ai déjà vu à Cyril, mais lui, ça fait depuis 2007. Mais pour moi, en 2019, eh bien, ça cristallise. En fait, on est reconnu pour nos clients, pour nos collègues, mais ça met du temps. Et puis après, le fait de passer devant notre maison, de nous voir à travers les médias, à travers les prestations, eh bien voilà, et puis à travers aussi la médiatisation du concours d'un des meilleurs ouvriers de France, que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais. Alors je dirais que ça fait 10 ans, on sait ce que c'est. Mais avant, oui, t'as un col tricolore, on pense que t'es français. C'est pas tout à fait ça. Toi, tu disais vite fait un peu avant la pression du col, mais toi, tu ressens aussi cette pression justement du col bleu blanc rouge. Tu es jugé constamment et c'est tellement facile, tu vois, l'histoire de la critique sur TripAdvisor, et Dieu sait qu'on répond en interne, on fait vraiment attention à ça parce que, enfin, pour moi, au bout de 34 ans, ça me touche toujours de la même façon. J'ai l'impression que voilà, j'ai fait quelque chose de... Enfin, nous avons fait quelque chose de mal. Et pour le coup, oui, on sent le regard. Il y a des clients, ils te le disent, quoi. Ah, je suis servi par la patronne, en plus, meilleur ouvrier de France. Tu sais que voilà, tu rentres dans une catégorie et par contre, par rapport à l'étoile, tu y resteras. Mais par contre, tu peux dégringoler très très vite et ça ne fait pas mal qu'à ta maison, ça fait mal à l'ensemble des meilleurs ouvriers de France. Et ça aussi, quand tu as ce titre, tu n'es pas que fromagère,
tu es pour les 220 classes. Et c'est ça qui fait que, bon, tu as cette pression qui est énorme à vie. Tu dis, il n'y a pas eu de on-off, mais quand même, et vous, il y a eu aussi un petit avant-après, non? Quand toi, tu l'as eu, il y a eu le fait que vous soyez un couple MOF, tout ça, tu trouves pas? Il y a eu un avant-après ton titre? Mais on a fait attention, il est urgent de ne pas se précipiter. Ouais. C'est un peu comme le bon fromage affiné, enfin on fonctionne un peu en longueur dans la maison Loro. Et non, on a fait attention. On s'est surtout préoccupé de nos clients, des producteurs, surtout pas la grosse tête. Mais d'ailleurs, c'est une partie aussi que j'ai beaucoup protégé Cyril en 2007, parce que tu vois des gens arriver dans ton entourage. Ah, mon Cyril, mon fromager préféré. Oui, enfin, il existait avant, il existera après. Et ça, je pense que chez les chefs, c'est quelque chose que vous pouvez connaître dans le 1, 2, 3 étoiles. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais cette partie-là, surtout quand tu travailles dans le couple, on a été formés au même endroit. Moi, j'étais fromagère avant Cyril, on est à 50-50 dans l'entreprise. Enfin, voilà, avant, après, on existe de la même façon, mais les gens, le fait que tu aies ce titre, quels que soient les titres, les autres, ils n'existent plus, les collaborateurs n'existent plus, et il n'y a que le phare sur cette personne. Et ça, c'est pas forcément évident. Voilà. C'est quoi, en conclusion, un peu le conseil que vous donneriez à ceux qui nous regardent, qui ont un rêve, que ce soit MOF, que ce soit une étoile Michelin, ou n'importe quel, de se lancer dans un concours, ou de se lancer des défis comme ça professionnels? C'est quoi votre conseil que vous donneriez pour mais qui se rapproche de nous, qui pousse nos maisons, c'est important. Non, faut venir, mais on n'est pas des extraterrestres. Il y a des gens, quand ils te croisent, moi je l'ai encore vu il y a 2 jours, ah mais j'osais pas vous approcher, enfin voilà, on mange, on boit, on dort comme tout le monde. Mais le conseil que tu leur donnerais justement, si maintenant ils t'approchent et ils disent ouais, donnez-moi, comment vous avez fait? Et qu'on ne se mette pas d'interdit, tout est possible. Je leur dis toujours, il y a un très beau livre, un très bel ouvrage qui a été fait pour les femmes meilleures de France. Il y a eu 2 tomes de faits, et là, quand on voit tous les parcours, je pense que ça réunit tous les interdits. Et au sein de la maison Loro, moi j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mon mec est MOF. Je pense qu'en termes d'interdits, je pense que j'ai une bonne liste. Quand on veut, on peut. Et même si on échoue, c'est une réussite. Parce qu'on apprend. Vous ? Faut croire, c'est bateau, mais il faut croire en ses rêves, en ses convictions, et puis il faut y aller. Sans se retourner, alors il faut se poser des questions, voilà. Si on peut éviter de faire du mal sur le passage, voilà, mais il faut y aller. Il faut foncer. Ouais, travail, humilité, voilà. Il n'y a que le travail qui paye. Et c'est ce que j'explique en permanence à mes jeunes apprentis quand ils arrivent, c'est qu'ils ne viennent pas 2 ans ou 1 an en formation chez nous, ils viennent c'est le début de la construction de leur vie professionnelle. Et c'est ça qui va tout donner. Donc allez-y, vous avez la chance d'être dans des belles maisons françaises, donnez-vous à fond pendant 2 ans. Le travail. Il n'y a que ça qui paye. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour ou l'autre, on est MOF ou qu'on a une étoile Michelin? C'est le travail. C'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est pas grave. Chacun va à sa vitesse. Un jour, tu l'as, et puis un jour, tu l'auras peut-être pas, mais tu auras progressé. Tu n'auras pas atteint l'étoile, mais tu auras progressé. Et il n'y a que le travail qui fait qu'on réussit dans la vie. Ça, c'est ce que je pense. Pour rebondir, un de mes gars de mon équipe m'a posé une fois la question. Il m'a dit chef, comment on fait pour devenir un chef étoilé? J'ai dit quand les autres ont fini de travailler, tu continues à travailler, et quand tu penses que tu as fini de travailler, tu continues encore. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, il y a un petit facteur chance. On dit souvent 90% de travail, 10% de chance. Enfin, il n'y a pas que le travail. Faut des fois aussi provoquer un peu. Être au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, ou être ouvert aux bonnes rencontres. Ouais, peut-être, c'est que le travail, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a aussi une petite part... Tu vois, toi, la fois où tu l'as, c'est pas toi qui t'inscris au MOF. C'est quand même dingue. Après, quand tu es au moment du concours, que tu es sur ta journée ou ta journée et demie d'épreuve, c'est toi ton ennemi. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu sais que tu as 100 points. Voilà, tu as une journée pour pas en perdre. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Moi, j'en avais plein. Moi, les jurés, j'avais plein d'ennemis. Hein. Donc, mais après, heureusement, il y a les amis sont là pour canaliser, heureusement. Ah ouais.
Non, mais c'est ça, tu vois, c'est le travail. Parce que si Christelle, on a beau l'inscrire, si derrière, elle fait pas le travail et si elle redonne pas tout ce qu'elle a donné ce jour-là, donc c'est 5% de chance, 95% de travail. Travailler. Écoutez des podcasts, mais surtout après les podcasts, vous travaillez. C'est ça le message, du coup. On peut travailler. On peut travailler et écouter les podcasts. Moi, j'écoute On travaille. Hein. Moi, j'ai la musique au cave parce que je trouve que, bah voilà. Ça met une autre ambiance. Ouais. Eh bien, écoutez, on va attaquer le dessert. Cette petite séquence que vous attendez avec impatience. Je sais que depuis l'entrée, vous attendez ça. Donc, je vais vous rappeler rapidement les règles avant de chercher vos petites bouchées et vos desserts. Je vais vous poser à chacune une question et une unique question. Cette question sera peut-être un peu dérangeante, sera peut-être un peu cash. Vous pourrez y répondre ou non. Et je vous proposerai des petits chocolats glacés qui seront extrêmement épicés, avec la sauce la plus épicée au monde. Donc, ils vont vous faire un petit peu mal au palais. Mais voilà, vous pouvez très bien aussi répondre à la question. Mais j'attends une réponse franche et sincère, pas mon tourloupé. Je sais qu'il y en a qui arrivent à bien broder pour tourner autour du pot. Je veux une vraie réponse, hein. Je veux pas... et sinon, vous allez déguster. Alors, on va commencer, femme d'abord, par Christelle. Christelle, c'est une question cash qui appelle une réponse cash, mais tu pourras tout à fait goûter ces magnifiques chocolats, parce que je sais que la question que je te pose est pas sympa. Et vraiment, c'est très dur. Tu connais le concours des MOF par cœur. Tu connais le milieu des MOF. Tu connais très bien aussi tous ceux qui ont gagné ce magnifique concours. Tu sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de cuisiniers émérites qui l'ont eu. Enfin, on en connaît beaucoup. C'est d'ailleurs, les cuisiniers souvent sont reconnus et sont élevés au rang de stars, hein, quand ils gagnent ce titre-là. Est-ce que selon toi, il y a un meilleur ouvrier de France qui ne mérite pas son titre? Ah non, mais là, t'es un enfoiré. Je peux pas répondre à ça. T'as pas le droit. Alors, tu peux très bien me dire, écoute, Édouard, ils méritent tous, c'est magnifique, et je te croirai sur parole, mais tu devras prendre le chocolat glacé. Là, je prends le chocolat direct. Non, mais là, t'es pas gentil. La communauté nous avait dit, on veut voir Christelle Laureau manger le chocolat le plus épicé du monde. Donc j'ai dû vraiment me faire violence pour trouver une question très difficile. Alors, moi, je te conseille le premier, là, en partant de la droite. Qui peut se permettre de répondre ce genre de choses? Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que c'était piégé? Peut-être, oui. À la rigueur, tu m'aurais dit un fromager, j'aurais dit oui, mon mec. Non. Non. Non, mais je sais très bien. Et voilà. Et malheureusement, cette séquence est trop mal faite. Tu vas devoir vraiment, crois-moi, le premier là, celui qui est le plus proche de toi, je te conseille celui-là. Ouais. Donc je mange tout de suite là. Ouais, les autres, ils vont me voir pleurer là. Ouais. Attends, je fais une photo. Alors attention. Voilà, tout d'un coup. Oh, puis ils sont énormes. Il est bien glacé. Ça coule et tout. Oh là là. Ok, d'accord. Non, mais moi, alors là, je balance, moi. Moi, je balance, moi. Non. Toi, t'inquiète, t'as une bonne question. Moi, je balance. T'as une bonne question. Prends du lait. Ok. Bon, alors, message à Eric. Eric, la recette, je crois la recette, elle fonctionne mieux. Non, mais tout ça parce qu'Eric Westerman, il a pas de palais. Maintenant, on a du piment hyper fort. Christelle, je suis désolé. Et là, Thomas, parce je que vais répondre. Podcast, il y a ceux qui, ouais, il y en a, Thomas, il le regarde, avec un regard genre, oh, purée, vaut mieux répondre. Non, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? C'est pas possible que ce soit de Larissa. Non, c'est peut-être pas de Larissa. Ah, la vache. Oh là là, on est mal à l'aise. Alors, c'était un pont l'évêque de la maison Laureau à l'intérieur. Je suis désolé. Mais t'es costaud parce que franchement, moi j'en ai pris une larmichette juste pour goûter. Je me suis explosé. Non, bah les mecs, j'espère que j'aurai des couilles, hein, parce que franchement, moi je l'ai mangé. Hein. Alors, on fait Monsieur Loïc Lefebvre, l'atelier du peintre. Oui. Alors, tu vas voir, c'est un peu, on est un peu sur le même genre Christelle Laureau.
Je sais que tu fais beaucoup de belles tables. Et je sais que toi, avec Caroline, enfin, vous essayez quand même d'aller voir pas mal de confrères. On est gourmand. Vous êtes gourmand et dès que vous pouvez faire des belles tables étoilées, je sais que vous appréciez toujours voir des nouvelles choses et que vous connaissez pas mal les belles tables françaises. Dans tout ton petit pèlerinage en France de tables étoilées, est-ce que tu as eu l'impression des fois que tu n'en as pas eu pour ce que tu as payé, en tout cas que tu as payé vraiment pour une prestation qui n'était pas à la hauteur? Non, mais là, c'est facile comme question. Non, mais franchement. Je veux du concret, faut pas me dire juste oui. Je veux savoir où, je veux le contexte. Ouais, mais sinon, tu peux prendre un chocolat. Non, mais c'est trop facile, la question, là. Ah ouais? Ouais. Bah oui. Bah, oui, bien sûr. Il y a des restaurants. J'ai dit en table étoilée. Hein. J'ai fait des restaurants 2-3 étoiles. Il y a des 2 étoiles où j'ai pas été hyper satisfait de la prestation ni de ce que j'avais à manger. J'ai trouvé ça trop simpliste. Par exemple, tu vois, je vais te prendre deux choses. Quelqu'un qui perd la 3e étoile en Charente-Maritime, moi j'ai fait un déjeuner chez lui. Franchement, j'étais scotché par la philosophie de la mer et tout ce qui allait, quoi. Alors il y avait des choses qui étaient simples, mais qui m'ont vraiment attiré, qui m'ont touché. C'était vraiment une superbe expérience. Il perd la 3e. Ok, je sais pas pourquoi. Michelin doit savoir. L'année d'après, on fait un 2e étoile. Enfin, 2 étoilés, la maison Sébastien Brasse à la Guilleule, où là, j'ai pas du tout été épaté, ni par l'accueil. On arrive, il n'y a plus de place au bar, donc nous, on nous balance directement dans la salle. On est tout seul dans la salle pendant 20 minutes. Et puis le repas, c'était pour moi trop simple, quoi. Balance un 3 étoiles, là, franchement. Je rigole parce que Christelle, elle est en train de se remettre, là. Elle est en train de taper tout le lait. Encore une fois, la cuisine est subjective. Et ce jour-là, pour moi, les ingrédients n'y étaient pas. Un morceau de thon avec 2 morceaux de courgettes crues dessus, une aubergine frite avec un pistil de safran. Alors, ça le fait peut-être rêver, mais moi, en tant que client, ça m'a pas fait rêver le jour-là. Voilà. Ok. Tu vois, j'aurais mis ma main coupée que là aussi, toi, tu passais au chocolat glacé. Bravo. Non, parce que la dernière fois que j'étais à l'auberge de Lille aussi, j'aimerais pas dire, mais... Non, c'est bon, on va couper cette séquence. Non, mais Loïc, on se côtoie au bureau et je suis pas surprise qu'il balance. Ouais, j'ai jamais rien à cacher, alors je vois il se dit que ça va être coupé au montage. Non. Non, la déontologie des mofs, tu peux pas répondre. Je sais, Christelle. Là, non. Regarde, c'était pour te voir manger ce chocolat glacé, ça valait toutes les questions du monde. Par contre, par solidarité pour Christelle, moi je goûterais. Franchement, c'est hors cadre. Normalement, les règles sont claires et t'as brillamment répondu, mais par solidarité. Ma question était trop simple. Ok, alors vas-y, attaque-le. Voilà, ok. C'est très bien. Bravo. Du coup, il est puni. Allez, vas-y. Il y aura plus de lait pour Thomas. Et pour ceux qui écoutent le podcast en audio, regardez juste la fin de quand Loïc croque et se dit mais pourquoi je me suis laissé embarquer là-dedans? Solidarité avec Christelle. C'est fort. Alors. Non mais là t'as le feu dans la gorge. Ouais, c'est terrible. Et vous verrez après, encore une fois, désolé Eric, hein, je te cite, mais je sais que le retour de flamme sur votre fin de soirée va être corsé. En tout cas, on va terminer avec notre cher Thomas. C'est le après le pire. Hein. Thomas, ouais. Va falloir y passer. Par solidarité, non, mais tu verras. Je pense que. Balance avant. Non, mais tu verras. Alors Thomas, toi, tu travailles dans un groupe, dans un très beau groupe qui te fait toute confiance. Je sais que le relais de la Poste, ça a même été un projet qui a été fait un peu taillé sur mesure pour toi. En tout cas, voilà, t'es très bien et ils te font toute confiance et c'est réciproque et voilà, ça se passe très très bien. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de te lancer de tes propres ailes, d'être propriétaire et d'être vraiment seul maître à bord, ou dans le passé, ou actuellement, ou dans le futur? Est-ce que c'est une question qui t'a traversé l'esprit? Ouais, alors oui, je vais répondre parce que voilà, c'est pas... Je pensais que tu allais lui demander c'était quoi son salaire. Je vais manger le... Après, je lui demande s'il mange pas, je lui demande... Mais je vais le manger par solidarité.
Mais oui, après, je reconnais la chance d'avoir justement un groupe derrière, même si des fois, voilà, t'as quand même quelques contraintes. Mais oui, je me suis déjà posé la question de me lancer à mon compte. Après, est-ce que, et c'est sûr que quand tu veux une belle maison, voilà, est-ce que c'est peut-être plus facile forcément avec un groupe. Maintenant, est-ce que moi, seul, à 25 ans, j'arrive avec une banque, personne ne me connaît, je fais coucou, je voudrais 1 million d'euros pour un restaurant. Bah, ça marche pas comme ça, donc voilà. Mais oui, j'ai déjà pensé et je pense que ce sera la prochaine étape. Si par solidarité avec tes deux confrères, c'est encore plus simple. Moi, je dis, t'en manges 2, hein, parce que non, franchement. Non, mais là, tu m'as pas fait un cadeau. Hein. C'est juste une petite sauce piquante. Hein, en fait, ça aurait été il y a 4 jours, ça m'aurait juste chauffé la gorge. Mais là, comme j'ai à nouveau. Mais peut-être que. Mais là, c'est le meilleur moment, hein. C'est après. Ouais, non, là, c'est. Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Elle attaque direct. Elle attaque direct. Après, ça va. Elle attaque direct. Ah ouais, c'est que du bonheur. Ah, c'est que du bonheur. Bah, le 4e, il est pas pour moi. Non, moi j'ai déjà goûté ces trucs-là. Non, arrêtez. Franchement, je peux pas à chaque épisode terminer avec. Ah oui, ça envoie. Hein. Oh putain, ça envoie. Ouais, ça. Moi, à la base, la merguez, c'est trop épicé pour moi, tu vois. Ah ben toi, t'as supporté de fou alors. Moi, j'ai trouvé que t'as survolé l'exercice. T'as fait une petite moue, genre, mais ça va. Parce que j'ai un visage. Thomas, il est en souffrance. Toi aussi, on a vu la souffrance tout de suite dès le départ. Mais d'habitude, alors, moi, je mange. Pardon. Je mange pimenté, mais c'est vrai que là, ça. Ouais, ça envoie. Bon, t'étais un peu malade en plus, je crois, les semaines dernières. Là, ça va peut-être te faire du bien. Ah bah là, ça dégage tout. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Là. Les amis, maintenant qu'on est bien là avec le palais chaud, on est chaud là. Épicé, ça transpire. Le mot de la fin pour conclure ce beau podcast, c'était un super moment. Eh bien moi, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Okay. Alors c'est pas de moi, c'est Bria Savarin qui est un petit peu notre, notre maître mot, et en plus Bria Savarin est le nom d'un fromage. Triple crème. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil par rapport à notre métier. Joli. On conclut là-dessus. Vous avez... Ouais, on conclut là-dessus. Juste rappeler que on n'a que ce que l'on a par le travail. Le travail. Ça, c'est le maître mot. On leur a redit. Thomas, entre deux remontées épicées. Ouais. Non, c'est... l'état d'esprit, on va dire, en un mot, c'est les autres. C'est-à-dire, pour moi, c'est les produits des autres, faits par les autres, donc nos équipes pour les autres. Voilà. Donc l'altruisme de la gastronomie, de la cuisine. Voilà. Et puis les étoilés d'Alsace. Et puis les étoilés d'Alsace, magnifique. Écoutez, avec leur super chocolat. Ouais, c'est ça. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, c'était un super moment. Merci pour ce podcast. Vous nous retrouvez sur les réseaux des Étoiles d'Alsace et en podcast sur tous les réseaux Apple Music et Spotify. Vous trouvez menu dégustation en audio et en vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de menu dégustation. Merci beaucoup.